Il y a 3 semaines, dans un article enfoui au cœur d'une revue de physique quasiment inconnue du grand public, une équipe du CERN a discrètement publié un nombre qui pourrait constituer la plus importante fissure dans notre compréhension de la réalité depuis 50 ans. 4 sigma. Une chance sur 16 000 que ce ne soit que du bruit. Premier signal de physique nouvelle enregistré par le grand collisionneur de hadrons après 5 longues années de silence. Ce soir, nous allons décortiquer ce qu'ils ont observé, ce que cela pourrait signifier, et pourquoi les architectes de la machine la plus puissante de l'histoire humaine sont encore trop prudents pour le proclamer à voix haute. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à cette chaîne, et c'est parti. Première partie, le murmure dans les données. Il y a 3 semaines, le 20 avril 2026, dans une annonce discrète enfouie dans les pages de Physical Review Letters, une équipe de physiciens du CERN a publié un résultat qui, selon l'évolution des données des 2 prochaines années, restera soit comme un fantôme statistique, soit comme l'instant où le modèle standard de la physique des particules a commencé à se fissurer pour la première fois en 50 ans. Le document est dense, le langage est ciselé, mais le chiffre en son centre est impossible à ignorer. 4 sigma. Un écart de 4 sigma par rapport aux prédictions de la théorie physique la plus aboutie jamais rédigée, survenu à l'intérieur d'un accélérateur de particules de 27 km de long, enfoui à 100 mètres sous la frontière franco-suisse. 4 sigma. En physique des particules, cela correspond à une probabilité d'environ 1 sur 16 000 que ce qu'ils ont observé ne soit que du bruit. Ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un dysfonctionnement du détecteur, car ils ont passé 13 ans à vérifier, revérifier, puis vérifier encore. Ils traquent les failles du modèle standard depuis si longtemps, avec une telle précision que lorsqu'une faille de cette ampleur apparaît enfin, tout le secteur retient son souffle. Et voici ce que personne ne dit ouvertement. Si ce résultat se confirme dans les données des 2 prochaines années, il constituerait la première preuve expérimentale directe que le modèle standard, la théorie la plus performante jamais construite, est incomplète. Pas incomplète au sens philosophique, car nous le savions déjà. Incomplète au sens expérimental, avec un nombre précis pointant vers quelque chose de concret que la théorie ne peut pas expliquer. Et voici la partie que personne n'ose encore formuler à voix haute. La partie que les bâtisseurs de la cathédrale sont trop prudents pour inclure dans un communiqué de presse. Il s'agit de la première véritable anomalie multisigma ayant survécu aux observations du grand collisionneur de hadrons depuis 5 ans. La première en 5 ans qui ne s'est pas volatilisée sous le poids de nouvelles données. Le silence a peut-être été rompu. L'expérience s'appelle LHCb. Elle est installée dans l'une des 4 cavernes principales le long de l'anneau du LHC. Contrairement à ses cousins plus célèbres Atlas et CMS, conçus pour traquer de nouvelles particules lourdes apparaissant à la frontière de l'énergie, LHCb accomplit quelque chose de plus subtil. Elle étudie comment des particules appelées mésons B se désintègrent. Les mésons B sont de minuscules objets éphémères contenant un quark botté, parfois appelé quark bottom. Ils existent pendant moins d'1 billionième de seconde avant de se désintégrer en d'autres entités. La plupart de ces désintégrations sont banales. Le modèle standard les prédit parfaitement, mais parfois, très rarement, un méson B fait quelque chose d'inattendu. Plus précisément, le quark botté qu'il contient se transforme directement en un quark étrange. Et ce faisant, il éjecte 2 muons, qui sont essentiellement des électrons lourds. Ce type de désintégration se produit environ 1 fois par million de mésons B. Le reste du temps, le quark botté se transforme en quark charme, résultat attendu et plutôt ennuyeux. LHCb a donc passé toute son existence à analyser un nombre stupéfiant de collisions, à la recherche spécifique de cette désintégration rare. L'ensemble de données utilisées pour cette analyse particulière a été collecté entre 2011 et 2018. Environ 650 milliards de désintégrations de mésons B, 650 milliards pour dénicher les plus rares. Ils ont étudié une désintégration spécifique appelée B0 étoile K en K plus pi moins mu plus mu moins. Traduit simplement, un méson B se décompose en un kaon, un pion et 2 muons. La géométrie de la trajectoire de ces 4 particules, les angles entre elles, la distribution de leurs énergies, tout cela est prédit avec une précision extraordinaire par le modèle standard, car la désintégration est si rare et si ténue qu'elle ne peut se produire que par ce que les physiciens appellent des processus quantiques virtuels. Des particules qui surgissent du vide, accomplissent leurs tâches, puis disparaissent avant même qu'on puisse les observer. Comme la prédiction est très précise, même un écart minime apparaît clairement. Et l'écart qu'ils ont constaté se manifeste par une observable angulaire appelée P5'. P5' est essentiellement un nombre qui capture la forme de la façon dont ces particules se séparent. Le modèle standard stipule que cette valeur devrait être d'une certaine grandeur. Les données indiquent qu'elle est autre, à 4 sigma près. Voici pourquoi cela devrait vous donner des frissons. Le modèle standard est la théorie la plus rigoureusement testée de toute l'histoire des sciences. Elle a prédit le boson W, le boson Z, le quark top, le boson de Higgs, avant même que le moindre d'entre eux ne soit détecté. Elle a surmonté tous les défis expérimentaux qu'on lui a lancés pendant un demi-siècle. Le modèle standard est tellement performant que les physiciens l'ont secrètement détesté pendant les 50 dernières années, car ils savent qu'il ne peut pas raconter toute l'histoire.
Et pourtant, chaque fois qu'ils l'interrogent, il les fixe du regard et leur affirme calmement qu'il se porte à merveille. Et maintenant, après une décennie de néant, après des milliards de dollars dépensés, après 30 ans de conception, de construction et d'exploitation, après la découverte du boson de Higgs et le silence assourdissant qui a suivi, voilà que cette anomalie est apparue. Mais les bâtisseurs de la cathédrale restent prudents, et il y a une raison solide à cela. Les résultats de LHCb recèlent une complication, un facteur de correction standard baptisé du nom délicieux de pingouin charmé. Les pingouins charmés ne forment pas un groupe de musique. Il s'agit d'un processus du modèle standard d'ordre supérieur où les quarks charmés contribuent brièvement à la désintégration selon des diagrammes qui, avec un peu d'imagination, ressemblent à de petits pingouins sur la page. Le problème avec les pingouins charmés, c'est qu'ils sont notoirement difficiles à calculer à partir des principes fondamentaux. Ils vivent dans un régime où les mathématiques se complexifient, où l'interaction nucléaire forte devient non perturbative et où les équations cessent d'avoir des solutions simples. Il existe donc une réelle possibilité que l'écart à 4 sigma ne soit pas du tout un phénomène physique nouveau. Il se pourrait que la prédiction du modèle standard soit légèrement erronée, car la contribution des pingouins charmés est plus importante que ne le suggèrent les calculs actuels. L'équipe a examiné cela attentivement. Ils ont utilisé les meilleures estimations disponibles, et ces estimations indiquent que les pingouins ne sont pas suffisamment massifs pour expliquer l'écart. Mais les calculs sont suffisamment complexes pour que personne ne puisse encore en être totalement certain. Voici donc où nous en sommes, 3 semaines après l'annonce. Pour la première fois en 5 ans, LHCb a produit une anomalie suffisamment importante pour que le bruit statistique seul ne soit presque certainement pas la réponse. Ils ont déjà recueilli 3 fois plus de données sur les maisons B que celles utilisées dans cette analyse. Ils sont en train de les traiter. Le LHC à haute luminosité, qui entrera en service vers 2030, multipliera à terme cet ensemble de données par 15. Il n'y a plus de juste milieu. D'ici 2 à 5 ans, le 4 sigma passera soit à 5 sigma, ce qui constituerait une véritable découverte et la première faille dans le modèle standard depuis un demi-siècle, soit il s'effondrera à nouveau, rejoignant le long cimetière des anomalies qui ont surgi et disparu au cours de la dernière décennie. La cathédrale a murmuré. Nous sommes sur le point de découvrir si elle parlait véritablement ou si ce que nous entendions était simplement le bruit du bâtiment qui se stabilisait. Et cette question précise, constitue le fil conducteur de toute cette vidéo, car elle s'inscrit dans une histoire bien plus vaste, une histoire de 30 ans sur ce que nous étions censés trouver en construisant cette machine, sur ce que nous nous attendions à découvrir en son sein, et sur l'événement étrange et troublant qui s'est produit depuis. Le microscope le plus puissant jamais braqué sur la réalité, en ne voyant rien là où il était censé tout voir, a commencé à nous dire quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à entendre. Deuxième partie. Pourquoi ce murmure terrifie les physiciens? Pour comprendre pourquoi une anomalie de 4 sigma dans la désintégration d'un méson B empêche les physiciens des particules de dormir, il faut comprendre ce que la dernière décennie dans ce domaine a réellement représenté. L'image populaire de la physique reste bloquée quelque part autour de l'annonce du boson de Higgs en 2012, à une époque où l'on pensait que ce domaine était sur le point de percer les secrets de l'univers un par un. La réalité depuis lors a été bien plus étrange. Après la découverte du boson de Higgs, les physiciens attendaient la suite. Ils n'attendaient ni avec espoir ni par spéculation. Ils attendaient avec confiance, car les manuels qu'ils rédigeaient depuis 20 ans leur indiquaient en détail ce que devait être l'étape suivante. Particules supersymétriques, candidats à la matière noire, peut-être des dimensions supplémentaires, voire de minuscules trous noirs. Ils avaient calculé les masses, les taux de production et les signatures attendues dans les détecteurs. Le boson de Higgs était, à bien des égards, l'apéritif. Le plat principal était censé arriver ensuite. Il n'est pas venu. La première campagne s'est achevée sans rien. La deuxième campagne s'est déroulée de 2015 à 2018. Rien. La troisième a débuté en 2022 avec les énergies de collision les plus élevées jamais atteintes et à l'heure actuelle, rien n'a encore été détecté. Des anomalies sont apparues. Des centaines d'articles ont été rédigés dans une frénésie soudaine. Puis les anomalies ont disparu. L'excès diphotonique de 750 gigaélectrovolts observé en décembre 2015 a illuminé le domaine pendant 6 mois avant de s'estomper comme une brume. Les anomalies d'universalité leptonique du méson B se sont lentement évanouies lors des réanalyses de 2022 et 2023. La fameuse anomalie G2 du muon a connu une étrange agonie au ralenti. Quand je dis que le résultat LHCb à 4 sigma est la première véritable anomalie confirmée depuis 5 ans, je veux que vous ressentiez le poids de ces 5 années. Elles ne furent pas inactives. Ce furent 5 années de données affluents, d'espoirs qui se soulevaient puis s'effondraient, d'étudiants de 3e cycle rédigeant des chapitres de thèse qu'il fallut réécrire une fois les irrégularités aplanies. Voilà pourquoi les résultats de LHCb terrifient les gens. Et j'utilise ici le mot « terrifier » avec précaution. Les physiciens n'ont pas peur d'avoir découvert quelque chose. Ils ont peur parce que la mémoire institutionnelle leur commande d'être sceptiques, prudents et méthodiques, de vérifier les étalonnages,
de contrôler la systématique, d'attendre davantage de données. Car si celui-ci s'essouffle comme les autres, après toute la publicité de ces 3 dernières semaines, la crédibilité du secteur en prendra un nouveau coup. Et le domaine ne peut pas se permettre un autre coup dur. Voilà pourquoi les résultats de LHCb terrifient les gens. Les physiciens n'ont pas peur d'avoir découvert quelque chose. Ils ont peur car ils cherchent depuis si longtemps que même un simple indice leur paraît, dans cette pièce silencieuse, comme un coup de tonnerre. Et la tentation de surinterpréter est immense. Mais il existe une deuxième raison pour laquelle ce murmure est si inquiétant, et elle n'a rien à voir avec les relations publiques. Le résultat de LHCb n'est pas une simple anomalie aléatoire. Il se situe précisément à l'endroit où, théoriquement, on s'attendrait à ce qu'une physique nouvelle apparaisse pour la première fois. Les désintégrations rares des mésons B sont extrêmement sensibles à l'existence de nouvelles particules lourdes, car ces particules peuvent contribuer secrètement à la désintégration par le biais de boucles quantiques, même si elles sont trop lourdes pour être produites directement lors des collisions. Un écart de 4 sigma dans ce canal spécifique n'est pas qu'une curiosité statistique. Il s'agit potentiellement d'un écho indirect d'un phénomène massif situé juste au-delà des échelles d'énergie que le LHC peut atteindre directement. Un leptoquark, un boson Z', une force inédite que nous n'avons pas encore nommée, laissant une empreinte dans la géométrie de la façon dont un kaon, un pion et 2 muons se séparent dans une caverne suisse. C'est bien sûr l'interprétation optimiste. L'interprétation pessimiste est que les pingouins charmés sont en train de nous tromper. Des processus du modèle standard d'ordre supérieur que nous ne pouvons pas calculer avec suffisamment de précision, imitant l'apparition d'une physique nouvelle. Le résultat à 4 sigma est donc véritablement ambigu, et ceux qui le comprennent le mieux sont les plus prudents quant à sa signification. Car cette anomalie n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans un schéma bien plus vaste, un schéma trentenaire que le domaine tente encore de déchiffrer. Troisième partie, la cathédrale et le Dieu qui n'est pas venu. Permettez-moi de vous emmener sur le lieu même où tout cela se déroule, car je crois que les gens utilisent l'expression « grand collisionneur de hadrons » sans véritablement saisir l'ampleur de ce dont nous parlons. Sous la frontière entre la France et la Suisse, à des profondeurs allant de 50 à 175 mètres selon le terrain en surface, se trouve un tunnel circulaire de 26,7 km de circonférence. Si l'on traçait ce tunnel en ligne droite, il s'étendrait du centre de Paris jusqu'à Fontainebleau. À l'intérieur de ce tunnel se trouvent 1232 aimants dipolaires supraconducteurs pesant chacun environ 35 tonnes, tous refroidis à 1,9 Kelvin. La température moyenne du vide spatial, loin de toute étoile, est d'environ 2,7 Kelvin. Les aimants du LHC sont plus froids que le vide intergalactique. Ils sont refroidis à l'aide d'hélium superfluide, lui-même l'une des substances les plus étranges de l'univers connu. Un liquide qui s'écoule sans aucune friction et qui peut remonter les parois de son récipient. À l'intérieur des aimants, 2 faisceaux de protons circulent dans des directions opposées, regroupés en paquets d'environ 100 milliards de particules chacun, avec jusqu'à 2808 paquets par faisceau. Les protons se déplacent à 99,99999% de la vitesse de la lumière. Les faisceaux se croisent en 4 points de collision où les paquets s'entrechoquent 40 millions de fois par seconde. Aux énergies les plus élevées atteintes jusqu'à présent, l'énergie de collision du centre de masse est de 13,6 téraélectronvolts. Ce chiffre n'a aucun sens sans contexte, alors le voici. 13,6 téraélectronvolts, c'est la densité d'énergie que l'univers possédait une fraction de seconde après le Big Bang. Le LHC, au niveau de ses points de collision, recrée brièvement et localement des conditions qui n'ont pas existé naturellement dans notre univers depuis près de 14 milliards d'années. Le coût total de construction s'élevait à environ 4,75 milliards de francs suisses. Le CERN emploie plus de 17 500 personnes réparties dans 23 États membres. Les données produites sont traitées sur un réseau informatique mondial s'étendant sur environ 170 installations dans 42 pays. Il s'agit de l'instrument scientifique le plus grand, le plus coûteux et le plus ambitieux jamais construit par l'humanité. Nous avons fait cela. L'espèce qui, au cours du même siècle, se battait principalement pour des questions de frontières et de salaire, a également accompli cela. Et c'est là que le fil conducteur de cette vidéo commence à prendre tout son sens. Le grand public connaît le LHC pour la découverte du boson de Higgs le 4 juillet 2012. Mais je veux d'abord que vous compreniez quelque chose, car cela change tout ce qui suit. Le boson de Higgs n'était pas vraiment la raison pour laquelle nous avons construit le LHC. Le boson de Higgs servait en quelque sorte d'appât. C'était la particule prédite que les physiciens pouvaient mettre en avant dans leur demande de financement en disant « Écoutez, nous savons qu'elle existe, nous savons approximativement où se situe sa masse, et si vous nous donnez les fonds, nous la trouverons. » Ils l'ont fait. La véritable raison pour laquelle nous avons construit cette machine, la raison réelle pour laquelle les physiciens ont passé 30 ans à faire pression sur les gouvernements, était la conviction que le LHC permettrait de découvrir la couche suivante de la réalité. Pas seulement le boson de Higgs.
Après le boson de Higgs partenaire supersymétrique, les particules de matière noire, les dimensions cachées, les excitations de Kaluza-Klein, éventuellement la production de trous noirs microscopiques s'évaporant par rayonnement de Hawking dans les détecteurs. Les manuels scolaires rédigés dans les années 1990 et au début des années 2000 nommaient les particules qui allaient apparaître. Ils avaient des graphiques, des prédictions, des plages de masse spécifiques. Le boson de Higgs était censé être la partie facile. Le plus difficile, c'était le reste. 30 ans plus tard, voici ce que nous avons réellement obtenu. Nous avons le boson de Higgs, et presque partout ailleurs, un silence immense et croissant. La cathédrale fut construite. Le Dieu ne s'est pas présenté. Quatrième partie. Les prédictions théoriques de 1995. Les prédictions des manuels des années 1990 n'étaient pas de vagues espoirs. Il s'agissait d'attentes détaillées, calculées, quantifiées. Et les auteurs de ces manuels n'étaient ni des excentriques ni des rêveurs. Ils étaient les théoriciens les plus respectés du domaine. L'attente la plus forte était la supersymétrie. La supersymétrie, que tout le monde dans le milieu appelle SUSY, est une extension théorique du modèle standard proposé pour la première fois dans les années 1970. L'idée de base est élégante. Chaque particule connue possède un partenaire plus lourd, un superpartenaire identique en presque tout point, à l'exception d'une propriété quantique spécifique appelée spin. Les quarks ont des partenaires squark, les électrons ont des partenaires sélectrons, le photon a un photino, le boson de Higgs a un xino. L'ensemble du catalogue du modèle standard se voit attribuer un catalogue miroir, et ce catalogue miroir accomplit quelque chose de magnifique. Il résout ce qu'on appelle le problème de la hiérarchie. La masse du boson de Higgs devrait être augmentée à des valeurs énormes par les corrections quantiques provenant des particules lourdes. La supersymétrie les annule naturellement, mais seulement si les superpartenaires existent à des énergies proches de l'échelle du téraélectronvolt, précisément l'échelle que le LHC a été conçu pour sonder. Au début des années 2000, la supersymétrie était si largement acceptée qu'elle était enseignée aux côtés du modèle standard dans les cours de troisième cycle, non pas comme une spéculation, mais comme le chapitre suivant naturel. La supersymétrie offrait aussi un cadeau gratuit. Dans la plupart des versions de la théorie, le superpartenaire le plus léger était stable, électriquement neutre et interagissait faiblement. Autrement dit, un candidat idéal pour la matière noire. Le plus grand mystère non résolu en cosmologie, la question de savoir ce qui constitue environ 27% de l'énergie-masse de l'univers, serait résolue automatiquement comme effet secondaire. Deux mystères sans lien apparent résolus en une seule solution. Le genre d'élégance théorique pour lequel les physiciens meurent d'envie. C'était trop beau pour être vrai. Et cela aurait dû apparaître dans les données du LHC. Pas peut-être, pas éventuellement. Les versions les plus simples de SUSY prédisaient des signatures indubitables dans les détecteurs dès la première année de fonctionnement. Le modèle standard supersymétrique minimal prévoyait des masses de superpartenaires de l'ordre de centaines de gigaélectronvolts jusqu'à environ un téraélectronvolt en plein territoire du LHC. Les théoriciens avaient rédigé d'innombrables articles sur le superpartenaire qui apparaîtrait en premier, en quoi il se désintégrerait et à quoi ressemblerait la signature dans les détecteurs. Au-delà de la supersymétrie, il y avait d'autres prédictions tout aussi sérieuses. En 1998, trois physiciens nommés Arkani Ahmed, Dimopoulos et Dvali ont proposé que la gravité est bien plus faible que les autres forces parce qu'elle se propage dans des dimensions spatiales supplémentaires que nous ne pouvons pas percevoir. Un an plus tard, Lisa Randall et Raman Sundaram ont proposé un cadre apparenté où la dimension supplémentaire est déformée d'une manière spécifique. Les deux cadres aboutissaient à une prédiction surprenante. Le LHC pourrait brièvement produire des trous noirs microscopiques lors de ces collisions, qui s'évaporeraient presque immédiatement par rayonnement de Hawking. C'est là que le public s'est inquiété en 2008, lors de la mise en service du LHC, à cause de ces rumeurs virales selon lesquelles la machine allait produire un trou noir engloutirant la Terre. En réalité, même si le LHC produisait des micro-trous noirs, ils s'évaporeraient en moins d'un milliardième de seconde, et les mêmes énergies sont atteintes chaque jour dans la haute atmosphère lorsque les rayons cosmiques frappent les molécules d'azote. La Terre est toujours là. Mais la production de micro-trous noirs était une prédiction scientifique sérieuse, publiée et évaluée par les pairs, avec des sections efficaces calculées. Il y avait aussi la prédiction des WIMPs, les particules massives interagissant faiblement, candidats canoniques à la matière noire. Et puis une belle coïncidence appelée le miracle WIMP, selon laquelle une particule avec la masse et l'intensité d'interaction adéquate produisait exactement la densité de matière noire observée aujourd'hui. Les manuels de la fin des années 1990 étaient un défilé de découvertes attendues. Le LHC a été construit, a fonctionné et fonctionne depuis plus d'une décennie. Le résultat, toutes ces prédictions, absolument toutes, sauf celle du boson de Higgs, ont soit été complètement écartées, soit repoussées à des échelles que le LHC ne peut atteindre. Mais avant d'aborder ce silence, il faut parler de la seule fois où la cathédrale a fonctionné exactement comme prévu. Cinquième partie.
4 juillet 2012. Je veux vous emmener dans une salle précise, un matin précis, et prendre mon temps, car ce qui s'est passé dans cette salle représente le point culminant de la physique du XXIe siècle, et tout ce qui suit est d'une certaine manière mesuré par rapport au silence qui a suivi. L'auditorium principal du CERN, à Genève, le 4 juillet 2012. Environ 9 heures du matin, la salle est pleine, des physiciens venus du monde entier, des journalistes, des étudiants de 3e cycle ayant passé la nuit dans les couloirs pour être sûrs d'avoir une place. Et au premier rang, un physicien britannique de 83 ans nommé Peter Higgs. Peter Higgs a publié en 1964 l'article qui prédisait l'existence de la particule portant aujourd'hui son nom. 48 ans avant ce matin. Il a proposé un mécanisme par lequel les particules fondamentales de l'univers acquièrent une masse grâce à leur interaction avec un champ invisible remplissant tout l'espace. Ce champ fut appelé champ de Higgs, et la particule prédite par l'excitation de ce champ fut appelée boson de Higgs. L'idée est élégante et profondément étrange. Le champ de Higgs n'est pas un champ comme un champ magnétique, que l'on peut allumer ou éteindre. Il est partout toujours, remplissant chaque centimètre cube de l'univers. Les particules acquièrent leur masse en interagissant avec ce champ, de la même manière qu'un objet acquiert de la résistance en se déplaçant à travers un fluide visqueux. Plus l'interaction est forte, plus la particule est lourde. Le photon, qui n'interagit pas du tout avec le champ de Higgs, reste sans masse et se déplace à la vitesse de la lumière. L'électron interagit faiblement et possède une masse modeste. Le quark top interagit fortement et possède une masse considérable. Pendant près de 5 décennies, Peter Higgs a vécu avec l'expérience surréaliste d'être l'homme dont le nom était associé à une particule qui n'avait pas encore été observée, qui ne le serait peut-être jamais, et qui était la pierre angulaire manquante de tout l'édifice de la physique moderne. Ce matin, la porte-parole de l'expérience Atlas, la physicienne italienne Fabiola Gianotti, s'avance vers le podium. La salle est silencieuse. Elle commence à présenter les données. Les diapositives défilent. On remarque, détail devenu célèbre, la présence d'une police Comic Sans sur ces diapositives. Car l'annonce la plus importante du siècle en physique a été faite dans une police habituellement réservée aux prospectus d'école primaire. Gianotti déroule l'analyse méthodiquement. Les collisions, les canaux de désintégration, les bruits de fond attendus. Puis elle montre le graphique, une bosse dans les données à 125 gigaélectronvolts. La signification statistique est de 5 sigma. Le seuil d'une découverte. Dans le public, Peter Higgs retire ses lunettes. Il s'essuie les yeux du revers de la main. La photographie fait le tour du monde en quelques heures. 48 années de sa vie s'achevant dans cette pièce, avec un graphique montrant une anomalie là où il avait prédit qu'il y en aurait une. Le porte-parole du CMS, Joseph Incandela, prend ensuite la parole et présente indépendamment le même résultat obtenu avec l'autre détecteur. Il a déclaré par la suite qu'il lui paraissait incroyable que cela se soit produit de son vivant. Le porte-parole du CMS, Joe Incandela, prend ensuite la parole et présente indépendamment le même résultat avec l'autre détecteur. 2 expériences, 2 équipes dont les données avaient été tenues séparées pour éviter toute contamination, observant toutes 2 la même anomalie au même endroit. 1 an plus tard, en 2013, Peter Higgs et François Engler, physiciens belges qui avaient proposé indépendamment un mécanisme similaire en 1964, partagent le prix Nobel de physique. La découverte du boson de Higgs était scientifiquement conforme aux attentes. Un triomphe où prédictions et expériences se sont alignées. Ce qui n'était pas acquis, c'était que la nature soit suffisamment bienveillante pour placer la particule exactement là où la version la plus simple de la théorie le prévoyait. Et voici la partie de cette journée dont très peu de gens se souviennent. Tandis que Peter Higgs s'essuyait les yeux, dans son esprit et dans celui de tous les théoriciens présents, une horloge s'était mise à tourner. Car la découverte du boson de Higgs, de la manière précise dont elle a eu lieu, a soulevé une question immédiate, urgente et profondément troublante. Si le boson de Higgs est simplement là, à 125 gigaélectronvolts, sans amis, sans super-partenaires, sans mode de désintégration exotique, alors le problème de la hiérarchie n'est résolu par rien de connu. La masse du boson de Higgs se situe exactement là où elle ne devrait pas se trouver naturellement, à moins qu'un autre élément ne la protège. Et cet autre élément était censé être la prochaine découverte. La prochaine découverte n'eut pas lieu. Nous sommes en 2026, 14 ans plus tard. Le LHC a accumulé plus de 250 femtobarres inverses de données, soit environ 25 000 milliards de collisions proton-proton. Et dans toutes ces données, la seule nouvelle particule majeure découverte est celle que nous avions déjà des raisons de prévoir. Tout le reste a été relégué au territoire de l'exclusion totale ou du réglage fin extrêmement délicat. Nous en arrivons donc à la partie de l'histoire dont presque personne, en dehors du domaine, ne parle. Ce qui s'est réellement passé pendant ces 14 années de silence. Car le silence n'était pas une absence d'activité. Ce silence était le bruit de l'un des plus grands programmes expérimentaux de l'histoire humaine qui éliminait méthodiquement la réponse qu'on leur avait assurée avec confiance. Peter Higgs est décédé en 2024 à l'âge de 94 ans. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir se concrétiser le reste des découvertes annoncées. Il devient de plus en plus évident que la plupart des personnes travaillant aujourd'hui sur le LHC ne le verront pas non plus.
Sixième partie. Les zones d'exclusion se resserrent. Voici quelque chose qui ne fait pas les gros titres, mais qui constitue l'une des histoires scientifiques les plus importantes de notre époque. À chaque conférence où se réunissent les physiciens des particules, les collaborations du LHC présentent leurs dernières analyses. Et sur ces graphiques, on peut voir les limites de ce qui a été exclu, les régions où de nouvelles particules ne peuvent pas exister conformément aux données. À chaque conférence, ces frontières s'élargissent un peu plus. Le territoire où de nouvelles particules pourraient encore se cacher se réduit. En 2026, Atlas et CMS ont exclu les gluinos avec des masses inférieures à environ 2,3 téraélectrovolts dans les modèles les plus simples. Ils ont exclu les squarks en dessous d'environ 1,85 téraélectrovolts. Ils ont exclu les stops en dessous d'environ 1,25 téraélectrovolts. L'espace des paramètres SUSY naturels, la région où la supersymétrie ferait réellement son travail, a été complètement et exhaustivement exclue. En mars 2026, la collaboration Atlas a présenté 45 analyses distinctes lors de la conférence de Morion. Certaines utilisent des techniques d'apprentissage automatique, des réseaux neuronaux entraînés pour traquer des signatures SUSY dans des endroits où les analyses standards ne pouvaient pas atteindre. L'une d'elles recherchait des X-INO comprimés, des particules supersymétriques laissant des signatures presque invisibles. Les réseaux neuronaux ont pu accéder à des régions auparavant inaccessibles, et dans ces régions, Atlas a établi pour la première fois des limites qui surpassent celles établies par le prédécesseur du LHC dans les années 1990. Des limites vieilles de 30 ans ont enfin été dépassées, et aucune nouvelle particule n'a été trouvée. Je tiens à être précis ici, car je ne veux pas donner l'impression que la supersymétrie est définitivement morte. Les physiciens théoriciens travaillent encore sur des versions plus exotiques, où les superpartenaires sont plus lourds que ce que le LHC peut atteindre, ou se désintègrent de manière que les recherches actuelles ne couvrent pas. Mais ces versions sont par nature moins naturelles. L'annulation cesse d'être élégante et la motivation initiale du cadre commence à se dissoudre. Ainsi, lorsque les physiciens disent que le LHC a tué la SUSY, ils veulent dire que le LHC, la version qui était censée résoudre élégamment le problème de la hiérarchie et offrir en prime un candidat gratuit pour la matière noire. Cette version n'existe plus. La supersymétrie n'est pas morte au sens strict. Des versions plus exotiques existent, où les superpartenaires sont plus lourds que ce que le LHC peut atteindre. Mais ces versions nécessitent un réglage fin. Elles ne résolvent plus clairement le problème de la hiérarchie. La motivation initiale du cadre se dissout. Le même processus s'est produit pour toutes les autres catégories de physique nouvelle. Les dimensions supplémentaires ont été exclues jusqu'aux échelles fondamentales d'environ 10 téraélectronvolts. Les micro-trous noirs n'ont été observés dans aucune donnée, ce qui confirme empiriquement ce que la physique des rayons cosmiques avait déjà établi. L'univers subit des collisions équivalentes dans la haute atmosphère terrestre depuis des milliards d'années, et nous sommes toujours là. Les WIMP n'ont été produits dans aucune recherche. Aucune résonance claire de secteurs cachés n'a été détectée. Pendant que le LHC menait ses opérations en surface, une chasse parallèle était menée sous terre. Une chasse qui ne consiste pas à faire s'entrechoquer des particules, mais au contraire à rester parfaitement immobile, profondément sous la roche, à attendre. Et cette chasse a abouti, il y a quelques mois, à un résultat qui est, à certains égards, encore plus inquiétant que le silence du LHC. Septième partie. Les cathédrales souterraines. Imaginez un endroit où, pour faire de la science, il faut d'abord descendre à 1 kilomètre sous terre en ascenseur. C'est l'environnement de travail des personnes qui mènent l'expérience Luke Zeppelin, abrégée en LZ, dans le centre de recherche souterrain de Sanford, dans le Dakota du Sud. Le site abritait autrefois la mine d'or Homestake, la mine d'or la plus profonde d'Amérique du Nord. Le détecteur est un réservoir très spécifique contenant 10 tonnes de xénon liquide ultra pur, maintenu à moins 100 degrés Celsius. Le xénon est entouré de centaines de photodétecteurs, tous orientés vers l'intérieur, tous en veille. L'ensemble est protégé par un réservoir d'eau externe absorbant la radioactivité parasite et installé sous 1,5 km de roche solide, bouclier conçu pour bloquer la pluie constante de rayons cosmiques. L'intérêt de vivre sous terre est d'échapper au bruit, afin que si une seule particule de matière noire, lors de son passage silencieux à travers la Terre, venait à heurter un seul atome de xénon, le flash de lumière résultant puisse être vu, enregistré et compris. L'équipe attendait un événement très spécifique, un double éclair lumineux faible produit lorsqu'une particule de matière noire déplace un noyau de xénon, le mettant en mouvement et générant à la fois un éclair de scintillation immédiat et un éclair différé dû à la dérive des électrons vers le haut du réservoir. Ils ont attendu ce signal pendant 417 jours. Le même type d'expérience se déroule simultanément en 2 autres endroits. Xénode dans le laboratoire du Grand Sasso, sous une montagne italienne. Panda X4T dans le laboratoire souterrain de Jinping en Chine, le laboratoire de physique souterrain le plus profond du monde, sous 2400 mètres de roche. La collaboration Xénode a publié ses derniers résultats fin novembre 2025. Aucun excès significatif. Rien. Et ce faisant, elle a établi les limites les plus strictes jamais imposées aux interactions de matière noire.
Pour une particule hypothétique pesant environ 30 gigaélectronvolts, ils ont exclu des sections efficaces d'interaction supérieures à 1,7 fois 10 puissance moins 47 cm². Ce nombre se situe environ 6 ordres de grandeur, en dessous de la limite à laquelle le miracle WIMP prévoyait que la matière noire devrait être détectable. Nous cherchons une interaction 1 million de fois plus rare que celle que la théorie la plus simple promettait. Puis, le 8 décembre 2025, la collaboration LZ a fait irruption dans un séminaire et a annoncé quelque chose qui est soit la plus grande déception du siècle, soit la découverte la plus subtilement profonde en physique de la matière noire depuis une génération. Après 417 jours de collecte de données, le plus grand ensemble de données jamais collectées par un détecteur de matière noire. Sur le front de la matière noire, exactement rien. Ce qu'ils ont vu en revanche, en l'absence de tout signal de matière noire, était tout autre chose. 8e partie, le mur que le Soleil a érigé. Imaginez-vous debout à l'intérieur du hall expérimental de LZ, à 1 kilomètre sous la surface. La lumière est tamisée. Le réservoir de xénon émet une faible lueur. Les photodétecteurs observent. L'équipe attendait un événement particulier. Un double éclair lumineux faible, produit lorsqu'une particule de matière noire déplace un noyau de xénon. Ce signal n'est pas venu. Mais pendant qu'ils attendaient, en devenant suffisamment sensible pour potentiellement détecter la matière noire, le détecteur est aussi devenu suffisamment sensible pour détecter quelque chose que les physiciens savaient inévitable depuis des décennies. Ils ont commencé à observer des neutrinos. Les neutrinos solaires du Bohr 8, produits par les réactions de fusion au cœur de notre propre Soleil. Le processus en jeu s'appelle diffusion élastique cohérente de neutrinos sur noyau, ou CEVNS. L'existence de CEVNS a été prédite théoriquement en 1974. Elle a été observée expérimentalement pour la première fois en 2017. Le neutrino rebondit sur l'ensemble du noyau atomique, transférant une infime quantité d'énergie qui se manifeste à peine par un recul. La signature de ce recul ressemble presque exactement à celle qu'on attendrait d'une particule de matière noire de faible masse. C'est ce que les physiciens appellent depuis des années le plancher des neutrinos. À mesure que le détecteur devient plus sensible, le bruit de fond des neutrinos solaires commence à imiter le signal recherché. Et ce bruit est impossible à désactiver puisque les neutrinos proviennent continuellement du Soleil. Ils traversent 1 kilomètre de roche comme si elle n'existait pas. Les physiciens savaient depuis des décennies que ce mur allait se former. Il ne s'agit pas de construire un détecteur plus grand. Il s'agit d'une limite fondamentale imposée par le fait que notre étoile existe et remplit sa fonction. Le 8 décembre 25, LZ est devenu le premier détecteur de matière noire de l'histoire à atteindre ce plancher avec une signification statistique de 4,5 sigma. Ils ont détecté les neutrinos solaires du Bohr 8 par le processus CEVNS. Ce qui vient de se produire, c'est que le détecteur de matière noire le plus sensible au monde, en cherchant de la matière noire, a détecté les neutrinos jaillissant de notre propre Soleil grâce à un couplage si faible qu'il a fallu le plus grand détecteur de l'histoire pour le capter. Cela signifie que la prochaine génération de recherche ne sera pas limitée par la radioactivité, les rayons cosmiques ou les imperfections du détecteur. Elle sera limitée par le Soleil, par l'univers lui-même. Les indices précédents du Panda X4T à 2,64 sigma et du Xenon à 2,73 sigma étaient suggestifs mais non concluants. LZ a poussé la signification au-delà du seuil de 3 sigma que les physiciens appellent preuve, et s'est approché du seuil de 5 sigma pour la découverte. Prenons du recul. Nous avons construit l'accélérateur le plus puissant de l'histoire. Après 30 ans, il nous a révélé que la matière noire n'atteint pas les énergies que nous pouvons produire. Nous avons construit les détecteurs les plus sensibles jamais conçus à 1 km sous terre. Après 2 décennies, ils nous ont appris que la matière noire n'atteint pas les sections transversales prédites et que nous approchons d'un obstacle fondamental imposé par notre propre étoile. 2 approches totalement indépendantes, dans 2 régimes différents, disant la même chose. La matière noire ne se trouve pas là où nous le pensions, et il se peut que nous manquions d'espace pour la chercher de la manière dont nous l'avons fait jusqu'à présent. 9e partie. Mais nous savons qu'elle existe. Voici la dissonance au cœur de toute cette histoire, ce que je veux que vous ressentiez profondément, car c'est la raison pour laquelle cette vidéo porte ce titre. La matière noire est réelle. Les preuves cosmologiques de l'existence d'une matière invisible, dont la masse dépasse de plus de 5 fois celle de toute la matière visible de l'univers, sont accablantes. Ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait empirique établi. La matière noire est là. Ce que nous ignorons, c'est ce qu'elle est. L'histoire commence véritablement avec une astronome américaine nommée Vera Rubin, qui, dans les années 1960 et 1970, a commencé à mesurer avec précision les vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies spirales. Ce que Rubin a découvert en travaillant avec son collègue Kent Ford était quelque chose qui n'avait aucun sens. Les étoiles aux confins des galaxies se déplaçaient beaucoup trop vite, si rapidement que, si la seule masse présente était la masse visible, ces étoiles auraient dû être éjectées dans l'espace il y a des milliards d'années. Les galaxies telles que nous les observons ne devraient pas exister, elles auraient dû se disloquer. Les observations de Rubin, répétées dans des centaines de galaxies, nécessitaient autre chose.
quelque chose d'invisible fournissant l'attraction gravitationnelle nécessaire, représentant 5 à 10 fois la masse visible. Et cette masse n'émettait pas de lumière, n'absorbait pas de lumière, n'interagissait pas du tout avec la lumière. Rubin est décédé en 2016 sans jamais recevoir le prix Nobel pour ce qui constitue, aux yeux de nombreux spécialistes, la plus importante découverte astronomique du XXe siècle. Ce qui constitue un scandale en soi, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. L'histoire ne s'arrête pas aux courbes de rotation. Au contraire, les preuves n'ont cessé de s'accumuler. En 2006, une équipe étudiant l'amas du Boulet a publié l'une des images les plus saisissantes de l'astrophysique. Deux amas de galaxies en collision. Le gaz chaud, la masse visible, a été ralenti par la friction collisionnelle. Mais la cartographie par lentille gravitationnelle a révélé que l'essentiel de la masse du système s'était séparé du gaz, traversant la collision sans encombre. La masse et la matière visible se trouvaient à deux endroits différents dans la même image. Une photographie montrant qu'il existe une forme de matière invisible, séparée spatialement de la matière visible. Vous pouvez consulter cette image en ligne. Le gaz apparaît en rose au rayon X, la masse étant représentée par des contours bleus décalés de part et d'autre. Il s'agit de l'une des preuves les plus convaincantes de toute la cosmologie. Et puis il y a le fond diffus cosmologique. La configuration de ces variations de température encode l'ensemble du bilan matière-énergie de l'univers. Le troisième pic acoustique est extrêmement sensible à la quantité de matière noire présente. Le résultat, la matière ordinaire représente environ 4,9% de la masse-énergie totale, la matière noire, environ 26,8%, l'énergie sombre, les 68,3% restants. Je veux que vous gardiez ces deux faits à l'esprit simultanément, car si vous parvenez à les contenir tous les deux, vous ressentez alors précisément la dissonance avec laquelle tout le domaine de la physique fondamentale vit depuis des décennies. 5%, c'est de cela que nous sommes faits. Atomes, étoiles, planètes, galaxies. 5% du total. Les 95% restants se composent de deux obscurités différentes. Et après 30 ans d'efforts, nous n'avons identifié aucune particule spécifique pour l'une ou l'autre. La matière noire traverse votre corps en ce moment même, à des centaines de kilomètres par seconde, à une densité d'environ 0,4 gigaélectronvolts par centimètre cube. Des milliards de particules, quelles qu'elles soient, traversent votre salon pendant que vous regardez cette vidéo. Elles le font depuis toujours. Et nous, l'espèce qui a construit le LHC, ne savons pas ce qu'elles sont. 10e partie. Le menu post-WIMP. Imaginez un tableau noir dans un bureau de théoricien en 1995. Un seul mot, WIMP. La réponse au problème de la matière noire que presque tout le monde pensait imminent. Imaginez maintenant le même tableau noir en 2026. Le mot WIMP est toujours là, avec un point d'interrogation. Autour de lui, recouvrant toute la surface, action, photons noirs, neutrinos stériles, trous noirs primordiaux, matière noire floue, matière noire auto-interagissante, matière miroir, matière noire asymétrique, scénario de gel, matière noire à composants multiples, matière noire qui n'est pas du tout une particule mais une modification de la gravité. Le tableau est bien plus encombré qu'il y a 30 ans, et c'est une mesure de l'ampleur de l'échec de la prédiction initiale. Car chaque fois que cette prédiction était invalidée, les théoriciens proposaient autre chose. L'alternative la plus aboutie au WIMP est l'action, une particule hypothétique proposée dans les années 1970 pour résoudre un problème complètement différent. Les actions seraient ultra-légers, de l'ordre du microélectronvolt, soit 100 millions de milliards de fois plus léger qu'un WIMP. Pour les détecter, il faut quelque chose de complètement différent. L'expérience ADMX, à l'Université de Washington, utilise des cavités micro-ondes et de puissants champs magnétiques pour convertir les actions en photons détectables. En mars 2025, ADMX a exclu une classe spécifique d'actions dans une gamme de masses précises. En novembre 2025, ils ont étendu la recherche. La chasse progresse et n'a encore rien trouvé. Il y a les neutrinos stériles, des neutrinos hypothétiques droits qui n'interagiraient que par la gravité, traqués sans succès dans des expériences comme Microboon au Fermilab. Il y a la matière noire auto-interagissante, capable de se diffuser sur elle-même mais pas sur la matière ordinaire, ce qui expliquerait certains problèmes structurels dans les simulations cosmologiques. Il y a les photons noirs, bosons d'une force totalement distincte agissant parmi les particules de matière noire. Il y a les neutrinos stériles, traqués au Fermilab. Les trous noirs primordiaux, dont l'idée a été relancée par les détections de fusion de trous noirs de masse inattendues par LIGO et Virgo. La matière noire floue, composée de bosons ultra-légers avec des longueurs d'onde quantiques comparables à celles des galaxies naines. Et puis l'option la plus radicale, le cadre monde, proposé par Mordechai Milgrom en 1983, qui soutient que les lois du mouvement de Newton doivent être modifiées aux très faibles accélérations. Mons est étonnamment bien ajusté à certaines courbes de rotation galactique, mieux que la matière noire dans des contextes spécifiques. Il y a aussi la gravité émergente d'Éric Verlinde, qui soutient que l'effet de matière noire pourrait découler d'un cadre anthropique sans nécessiter de nouvelles particules. Il y a 30 ans, le problème semblait n'avoir qu'une seule réponse évidente. Aujourd'hui, l'espace des réponses s'est paradoxalement élargi. La chasse ne s'est pas resserrée. Elle s'est dispersée.
Ce qui nous ramène au murmure de LHCb. Dans un domaine si longtemps silencieux, même un signal à 4 sigma produit une sorte d'événement théologique. Les théoriciens s'intéressent à cette anomalie en se demandant si l'univers a finalement décidé de se remettre à parler. Mais avant de se demander si l'univers parle, il faut évoquer toutes ces fois où il semblait parler et où, à y regarder de plus près, il ne disait rien du tout. 11e partie. Le cimetière des anomalies. L'excès diphotonique de 750 gigaélectronvolts. En décembre 2015, Atlas et CMS ont tous deux signalé une petite hausse dans leurs données. Le pic était d'environ 3 sigma dans Atlas et un peu moins dans CMS, mais il apparaissait dans les deux détecteurs au même endroit. Dans les 6 mois suivant l'annonce, plus de 500 articles théoriques ont été rédigés pour tenter d'expliquer cette anomalie. L'atmosphère des conférences du printemps 2016 était électrique. Puis, à l'été 2016, le pic avait disparu. Fluctuation statistique. Les 500 articles sont restés lettres mortes. Imaginez un séminaire théorique au printemps 2016. La salle est pleine. Les intervenants se succèdent pour présenter des modèles. L'énergie dans la pièce est électrique. Une étudiante de 3e cycle, assise au fond, prend des notes frénétiquement, calculant en temps réel si son sujet de thèse est toujours viable. Un théoricien chevronné, au premier rang, pose des questions pertinentes. Tout le monde sait que cela pourrait être la solution. Tout le monde sait aussi que cela pourrait s'évaporer. C'est ce qui s'est produit. La leçon s'est gravée dans la mémoire institutionnelle, 3 sigma ne suffisent pas, puis les anomalies d'universalité leptonique du méson B. Tout au long de la fin des années 2010, LHCb constatait des écarts de 2 à 3 sigma dans les taux de désintégration en électrons versus muons. Le schéma était suggestif. Des théoriciens ont proposé des leptoquarks. Puis, en 2022 et 2023, la réanalyse a fait disparaître les anomalies. Et l'anomalie G2 du muon, la plus célèbre de la décennie. Le moment magnétique anormal du muon, l'une des quantités les plus précisément mesurées de toute la physique. Pendant des décennies, un écart persistant entre la valeur mesurée et la prédiction du modèle standard. En 2021, l'écart avait atteint environ 4,2 sigma. Le 3 juin 2025, la collaboration muon G2 du Fermilab a publié ses résultats définitifs. La mesure la plus précise jamais réalisée du moment magnétique du muon. En avril 2026, la collaboration a reçu le Breakthrough Prize 2026 en physique fondamentale. Mais voici le retournement. Le volet expérimental est clos, la mesure est définitive. Mais la prédiction du modèle standard, celle à laquelle la mesure est comparée, est devenue un champ de bataille. 2 méthodes de calcul donnent des résultats différents. La méthode basée sur les données donne un écart d'environ 4 sigma. La méthode computationnelle, utilisant la chromodynamique quantique sur réseau, donne une valeur concordante avec la mesure. L'anomalie pourrait simplement ne plus exister. Il pourrait s'agir simplement d'un signe que la méthode basée sur les données comportait une erreur systématique dans l'estimation de la polarisation du vide hadronique. Si cela se confirmait, ce serait une belle prouesse physique, un résultat de précision durement acquis et une porte fermée. Pas une découverte de physique nouvelle, mais une confirmation que le modèle standard peut expliquer même cette valeur étrange et sensible. Alors, quand LHCb a publié son résultat à 4 sigma, la réaction de la communauté a été très différente de ce qu'elle aurait été 10 ans plus tôt. De l'enthousiasme, mais aussi une énorme prudence. Et pourtant, celui-ci pourrait être différent, car le résultat de LHCb n'est pas une simple irrégularité dans un fond continu. Il s'agit d'un écart par rapport à une observable angulaire prédite avec précision. La géométrie de la désintégration est nette. Le 4 sigma se situe précisément à l'endroit où une physique nouvelle pourrait apparaître, si cette physique existe. Le domaine se trouve dans une position très particulière, prudent, sceptique, attentif. Mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, un peu plein d'espoir. 12e partie. Peut-être ne sommes-nous pas naturels. Je veux vous emmener quelque part dans votre imagination. Flotter au-dessus du plan de notre galaxie. D'ici, on peut voir le disque entier avec ses bras spiraux qui se déroulent sur 100 000 années-lumière. Les étoiles extérieures, situées à des distances vertigineuses du centre lumineux, se déplacent à des vitesses qui devraient les arracher de la galaxie. Quelque chose d'invisible les maintient en place. Maintenant, rapprochez-vous. Descendez à travers le disque, traversez les étoiles, revenez sur Terre, asseyez-vous. La même matière noire qui assure la cohésion de la galaxie circule actuellement dans votre corps à une densité de 0,4 gigaélectronvolts par centimètre cube. Des milliards de particules vous traversent chaque seconde. Elles ne s'arrêtent pas. Elles n'interagissent d'aucune manière détectable. Et la plus grande machine que nous ayons construite ne peut pas les produire. Les détecteurs les plus sensibles ne peuvent pas les capter. À la fin des années 1970, l'engagement philosophique qui motivait les prédictions s'appelait le naturalisme. Le naturalisme signifie que les constantes d'une théorie fondamentale ne doivent pas être finement ajustées. Si vous devez ajuster les paramètres avec une précision extrême, c'est le signe que votre théorie est incomplète et qu'une structure plus profonde, une fois découverte, expliquerait naturellement pourquoi les paramètres ont les valeurs qu'ils ont. Le naturalisme a été le moteur de la prédiction de la supersymétrie. La masse du boson de Higgs est instable face à d'énormes corrections quantiques.
La supersymétrie les annule, mais seulement si les superpartenaires ont des masses proches de l'échelle du téraélectronvolt. Cette prédiction s'est avérée, après 14 ans de données, complètement erronée. La région naturelle de l'espace des paramètres a été exclue, ce qui signifie soit la supersymétrie existe à des masses beaucoup plus élevées, auquel cas elle ne résout plus le problème de manière nette, soit elle n'existe pas du tout, auquel cas la masse du boson de Higgs est véritablement finement ajustée, et nous n'avons aucune explication. Dans les deux cas, l'hypothèse de naturalisme est sérieusement compromise. Et si le naturalisme est erroné, si l'univers n'est composé que de constantes finement réglées sans explication plus profonde, alors nous sommes contraints de nous confronter au principe anthropique. L'argument, rendu célèbre par Steven Weinberg dans les années 1980, il peut exister de nombreux univers ou de nombreuses régions d'un seul grand univers, avec des constantes différentes dans chacun. Dans la plupart, aucun observateur ne peut exister. Nous nous trouvons dans celui avec les constantes spécifiques que nous observons, simplement parce que dans tout autre, nous ne serions pas là pour observer. Il s'agit de l'une des idées les plus dérangeantes de la physique moderne, car elle est par nature impossible à tester de manière traditionnelle. Steven Weinberg l'a prise au sérieux, d'autres la trouvent profondément insatisfaisante. Ils affirment que l'adopter équivaut à capituler devant le projet explicatif qui a guidé la physique pendant 4 siècles. Mais la pression empirique en faveur du naturalisme a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. L'échec du LHC à trouver la supersymétrie constitue la plus forte pression empirique exercée sur le naturalisme depuis 50 ans. Permettez-moi une parenthèse sur les théories du complot autour du CERN. Certaines affirment que le CERN ouvre un portail vers une autre dimension. D'autres désignent la statue de Shiva à l'entrée comme preuve d'un dessein caché. La statue était un cadeau du gouvernement indien en Twenty au four et la danse cosmique de Shiva est une métaphore hindoue traditionnelle de l'équilibre dynamique des forces fondamentales. Le logo est une représentation stylisée d'anneaux d'accélérateur. L'énergie totale dans les faisceaux est comparable à l'énergie cinétique d'un train à grande vitesse. Pas une machine destructrice de planètes. Mais ce qui est intéressant dans les théories du complot, c'est ce qu'elles révèlent. Les complotistes perçoivent quelque chose de réel, que quelque chose de promis n'a pas été réalisé, que la cathédrale a été construite mais que le Dieu ne s'est pas présenté. Ils ressentent le même silence que le domaine scientifique et l'expliquent par des histoires de portails cachés. L'inquiétude philosophique légitime est tout aussi troublante. Simplement, elle s'exprime par des équations et des conférences plutôt que par des vidéos virales. 13e partie. Le pari d'1 milliard. En novembre 2025, le conseil du CERN a confirmé que le futur collisionneur circulaire était techniquement viable. La prochaine grande décision, approbation ou rejet, sera prise en mai 2026. L'engagement complet de construction est attendu vers 2028. En décembre 2025, le CERN a annoncé qu'un groupe de donateurs privés s'était engagé à verser 860 millions d'euros, environ 1 milliard de dollars, pour la construction. Les donateurs sont la fondation Breakthrough Prize, financée par Yuri Milner, le fonds Eric et Wendy Schmidt pour l'innovation stratégique, John Elkann de l'Empire Agnelli et Xavier Niel, l'entrepreneur français des télécommunications. En 72 ans d'existence, le CERN n'avait jamais accepté de dons privés pour une machine phare. Tous les instruments précédents étaient entièrement financés par les gouvernements. Le futur collisionneur circulaire serait un tunnel de 90,7 km de circonférence, plus de 3 fois la taille du LHC. La première phase, un collisionneur électron-positron fonctionnant comme une usine à boson de Higgs. La deuxième phase, un collisionneur proton-proton à une énergie d'environ 100 téraélectronvolts, 7 fois l'énergie du LHC. Le coût total, environ 16 milliards d'euros. La plupart des étudiants actuels auraient entre 50 et 60 ans avant que la deuxième phase ne produise ses premiers résultats définitifs. Il s'agit d'un engagement sur 2 générations. C'est exactement le type d'engagement que les cycles de financement public, avec leurs horizons de 3 à 5 ans et leurs aléas politiques, ne peuvent pas véritablement permettre. C'est pourquoi la philanthropie privée est si importante à ce stade. Elle peut s'engager sur des horizons temporels qu'aucun gouvernement ne peut égaler. Un projet concurrent, le collisionneur circulaire électron-positron, était sérieusement envisagé en Chine. Le CEPC a été de facto mis de côté en 2025, n'ayant pas été inclus dans le plan chinois pour 2026-2035. Ainsi, la course aux collisionneurs de nouvelle génération se joue désormais principalement autour du FCC. Le silence n'a pas entraîné la capitulation. Il a suscité un engagement qui durera toute une génération. 14e partie, le bilan honnête. Et si le silence était la réponse? Et si aucune physique nouvelle n'existait aux échelles d'énergie que nous pouvons atteindre? Et si le modèle standard, dans le régime énergétique où nous pouvons réaliser des expériences, correspondait simplement aux données, et qu'aucune physique nouvelle ne nous attende à des énergies plus élevées accessibles dans un délai raisonnable? Ce scénario a un nom, le désert. L'idée qu'il existe un vaste désert d'énergie entre l'échelle du téraélectronvolt et l'échelle de Planck, 16 ordres de grandeur plus élevés. Entre les deux, rien. Si le désert est réel, le boson de Higgs pourrait être la dernière particule fondamentale que nous découvrirons.
Nous ne savons pas encore si c'est le cas. Une physique nouvelle pourrait exister juste au-delà de la portée du LHC. Elle pourrait exister dans des particules à longue durée de vie, dans des secteurs cachés, dans des endroits que nous n'avons pas été assez perspicaces pour chercher. Le silence ne prouve pas l'existence du désert, mais il est de plus en plus compatible avec lui. Le siècle dernier en physique a été marqué par une succession de découvertes de nouvelles particules tous les 10 ou 20 ans. L'électron, le proton, le neutron, le muon, les quarks, les bosons W et Z, le gluon, et finalement le boson de Higgs. Un siècle de découvertes. Si le désert est réel, le prochain collisionneur pourrait fonctionner pendant 15 ou 20 ans sans rien découvrir de nouveau. Imaginez un théoricien à la fin des années 1990, étudiant diplômé. Il observe le domaine converger vers la supersymétrie. Il rédige une thèse sur la phénoménologie supersymétrique. Il devient professeur en 2005, obtient sa titularisation en 2012. Le LHC s'allume, les données arrivent, les super-partenaires ne se manifestent pas. Année après année, la zone naturelle de son espace de paramètres se réduit. Il n'a rien fait de mal. Les calculs étaient magnifiques. Il a mené une démarche honnête. Mais l'univers ne s'est pas organisé comme le prévoyait son modèle. Et maintenant, en 2026, le collisionneur de la prochaine génération ne produira ses premiers résultats qu'à sa retraite. Ce n'est pas une histoire inhabituelle. C'est l'histoire d'une grande partie de la communauté des physiciens théoriciens. Il y a une réelle dignité dans la façon dont le milieu a géré cette situation. Les théoriciens ne sont pas entrés dans le déni. Ils ont été honnêtes. Ils ont proposé de nouveaux candidats, de nouveaux cadres, et ils demandent au gouvernement et aux donateurs de financer l'étape suivante, non parce qu'ils sont convaincus que la machine trouvera quelque chose, mais parce qu'ils sont assez honnêtes pour dire que le simple fait de le découvrir vaut en soi le prix à payer. Et pourtant, malgré tout cela, malgré le désert, le silence et l'acceptation digne, le murmure de LHCb est présent dans les données, vieille de 3 semaines, à 4 sigma. Les données de la 3e campagne sont déjà sur disque et en cours de traitement. La première anomalie multisigma a résisté à un examen approfondi en 5 ans. Personne ne sait encore ce que cela signifie. Mais quelqu'un, quelque part dans une salle de contrôle sous la frontière franco-suisse, est en train, ce soir même, d'examiner un graphique et de ressentir quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis 10 ans. De l'espoir. Un espoir prudent. Un espoir trop souvent déçu pour être bruyant, mais de l'espoir tout de même. C'est une réponse profondément différente de celle qu'on vous aurait donnée en 2000. À l'époque, construire le LHC, trouver les super partenaires, résoudre le problème de la hiérarchie, prendre sa retraite. En 2026, construire le FCC, repousser les limites d'un ordre de grandeur supplémentaire, voir ce qui se passe, accepter que la réponse puisse être que la réponse ne se trouve pas de la manière dont nous l'avons cherchée. C'est, à sa manière, une attitude plus mature, plus honnête, et bien plus difficile à vendre aux organismes de financement. 15e partie. Le silence et la découverte. Permettez-moi de vous emmener une dernière fois dans le tunnel du LHC. Il est environ 3 heures du matin. Le tunnel est dans l'obscurité, à l'exception des lumières de maintenance. Les faisceaux circulent. Les aimants sont froids. Les détecteurs enregistrent. Les points de collision continuent de faire ce qu'ils font depuis 14 ans. 40 millions de fois par seconde. Dans une salle de contrôle en surface, une étudiante de 3e cycle observe l'affichage d'un événement sur son écran. L'affichage se met à jour en temps réel. La plupart sont des événements banals du modèle standard. De temps en temps, le système de déclenchement signale un événement à haute énergie et tout le monde se penche pour l'observer, puis se redresse lorsqu'il se résout en une signature familière. Elle ignore si le travail qu'elle accomplit ce soir restera dans les mémoires. Elle ignore si l'anomalie LHCb se concrétisera en une découverte. Elle ignore si la FCC sera approuvée. Elle ignore si la matière noire qui traverse son corps est une particule, une modification de la gravité, ou quelque chose que personne n'a encore imaginé. Elle accomplit le travail le plus important de sa vie professionnelle sans savoir si la réponse qu'elle cherche existe. La cathédrale fut construite. Le Dieu ne s'est pas présenté. Pas encore. Peut-être jamais sous la forme que nous espérions. Mais le silence que la cathédrale a engendré n'est pas une absence. C'est de l'information. C'est l'énoncé empirique le plus précis que la physique ait jamais formulé sur ce que la réalité n'est pas. Le modèle standard est vérifié bien plus minutieusement que quiconque en 1990 ne l'aurait imaginé pour 2026. La région naturelle de l'espace supersymétrique est vide. Le WIMP n'est pas aussi répandu que prévu. La constante cosmologique est finement ajustée sans explication satisfaisante. La matière noire, qui représente plus d'un quart de l'univers, échappe à toutes nos approches. Et au cours des 6 derniers mois, le détecteur LZ a franchi le plancher des neutrinos, nous indiquant qu'une de nos approches se heurte à un obstacle fondamental. Et LHCb a produit une anomalie de 4 sigma qui, si elle survit, constituera la première faille dans le modèle standard en 50 ans. 95% de l'univers est manquant. Ce n'est pas un état temporaire. C'est la situation permanente. Ce qui manque n'est pas une note de bas de page en attente de révision. C'est une adresse permanente. L'univers dans lequel nous vivons est, de par son énergie de masse, en grande partie un mystère. Et l'instrument le plus puissant que nous ayons jamais construit nous a révélé, avec une précision remarquable, où ne réside pas le mystère.
Il ne nous a pas encore indiqué où il se trouve. Il y a quelque chose à dire sur la dignité de cela. Il y a du bon à être honnête au sujet du silence et à se demander avec soin ce qu'il peut signifier. Il y a du bon à investir 1 milliard de dollars et 20 ans de plus pour continuer à écouter, en sachant que cette écoute pourrait continuer à produire le même genre de silence, que ce silence est lui-même une forme de réponse, et qu'apprendre la forme d'une réponse que nous ne pouvons pas encore nommer est, en soi, une chose qui vaut la peine d'être faite. Il y a quelque chose à admirer chez une espèce qui construit un anneau d'aimant de 27 km à 100 mètres sous terre, le fait fonctionner pendant 14 ans, trouve ce qu'elle avait prédit, puis attend patiemment la nouvelle que le reste n'est pas arrivé. Le silence est la découverte. Non parce qu'il n'y a rien à trouver, mais parce que la forme de ce que nous n'avons pas trouvé, après 30 ans de recherche minutieuse, est en elle-même la chose la plus instructive que nous ayons apprise. La forme du silence nous révèle que l'univers n'est pas tel que nous l'imaginions, que le naturalisme est à tout le moins suspect, que la matière noire n'est pas composée des choses les plus simples qu'on puisse imaginer, que la couche suivante de la physique, si elle existe, pourrait nécessiter une machine beaucoup plus grande, une manière complètement différente de poser la question, ou les deux. L'étudiante dans la salle de contrôle ignore si elle se trouve au début ou à la fin d'une ère. Elle regarde les écrans. Les protons circulent dans l'obscurité sous ses pieds. Elle fait son travail avec la patience mécanique que le travail exige. Les aimants sont froids. Les détecteurs enregistrent. Les données inscrites sur disque ce soir contiennent peut-être la réponse à la question de savoir si le murmure de 4 sigma se confirme ou s'atténue. Nous le saurons d'ici quelques années. Le silence sera peut-être rompu, ou peut-être persistera-t-il, et nous devrons apprendre à le lire. En attendant, l'univers continue de faire ce qu'il a toujours fait. La matière noire continue de traverser votre corps par billions de fois par seconde. Le Soleil continue de déverser des neutrinos qui dépassent désormais le seuil de nos détecteurs les plus sensibles. Les galaxies continuent de tourner à des vitesses impossibles, maintenues en place par quelque chose qui ne brille pas. 95% de l'univers est composé de quelque chose que nous ne pouvons ni produire, ni détecter, ni nommer. Il traverse nos corps, il maintient nos galaxies, il accélère l'expansion de l'espace lui-même. Et nous, après 30 ans de recherche avec les instruments les plus sophistiqués jamais conçus, ne savons pas davantage ce que c'est qu'au moment où nous avons commencé à chercher. Nous savons seulement, avec une précision croissante, ce que ce n'est pas. Et nous, l'espèce qui a bâti la cathédrale, continuons d'écouter et de nous demander avec une patience croissante ce que signifie le silence. Si l'absence que nous avons mesurée est l'absence de quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé, ou s'il s'agit de l'absence de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Dans tous les cas, l'important c'est de poser la question, même si la réponse est le silence. Surtout quand la réponse est le silence. Car le silence, après tout, est ce que l'univers a choisi de nous répondre. Et apprendre à l'écouter attentivement, sans le contraindre à prendre la forme que nous souhaitions, est peut-être le travail le plus difficile et le plus important qu'il reste à accomplir en physique fondamentale. Les aimants dans l'obscurité conservent leur froideur. Les protons continuent de tourner. Le murmure, vieux de 3 semaines, attend toujours les données qui nous diront si c'était la cathédrale qui parlait ou la cathédrale qui se calmait. Et nous continuons tous à nous poser la question qui a constitué le fil conducteur de cette vidéo, de sa première à sa dernière phrase. Si l'instrument le plus puissant que nous ayons jamais construit a finalement, après une décennie de silence, commencé à murmurer, que dissimulent exactement ces données? Et sommes-nous prêts cette fois à entendre ce qu'il a à dire ?